les copains. Je vous retrouve pour enfin vous faire mon update lecture de décembre qui est du coup très en retard. Si vous êtes des habitués sur ma chaîne, vous avez peut-être remarqué que j'ai un peu changé ma façon de faire des updates lecture. Enfin pas vraiment, normalement je faisais des updates lecture plus à toutes mes 4 lectures. Du moins disons que j'essayais de faire un update lecture à chaque 4 livres que je lisais. Il n'y a pas vraiment de raison mais dernièrement c'est plus pratique pour moi de faire un update lecture par mois. Donc du coup là je vous parlais de mes lectures de décembre. Il y a Solitaire que j'avais terminé en gros à cheval entre novembre et décembre, mais je vous en ai déjà parlé. Du coup je sais pas si vous aviez vu ma vidéo pile à lire de décembre. Je fais jamais ça mais là j'avais fait pour décembre une pile à lire en gros. Un peu comme un guide des livres que j'aurais voulu lire pendant le mois de décembre. Et je m'y suis très bien tenue franchement. Gomi. Et voilà, c'est parti mon kiki. À la base j'avais pas ce pull sur moi. C'est un pull à ma mère. À la base j'étais juste en ce truc que je mets à 24 que je kiffe là, ce haut vert. Sauf que j'ai froid donc j'ai ce gros pull en mohair qui est à ma mère que j'aime trop, qui est très très long. Mais bon, je vais le rentrer dans mon pantalon pour l'esthétique. D'abord le premier livre que j'ai lu en décembre c'est La mémoire de Babel de Christelle Dabos, le tome 3 de la passe miroir. J'avais lu il me semble les 2 premiers tomes en 2019 sauf que j'ai jamais vraiment continué en 2020. J'avais adoré le tome 2, vraiment je crois que j'avais mis pas loin de 5 étoiles, genre peut-être 4,5 étoiles et vraiment le tome 2 avait été un énorme coup de cœur et j'ai bien aimé. En soi j'ai bien aimé, j'ai mis 3 étoiles mais c'est vrai que ça live up pas, je sais pas comment dire, ça arrive pas au niveau du tome 2. En fait il y a un truc qui m'a énormément manqué dans ce tome 3, c'était dans le tome 2 on avait le point de vue du dieu de la cité dans laquelle on était. J'aimais beaucoup trop ce point de vue, en fait je trouvais que ça donnait vraiment un aspect de mystère à l'histoire qui me faisait vraiment me poser plein de questions, en fait me pousser à continuer ma lecture parce que vraiment c'était ça qui me disait mais c'était tellement mystérieux que j'avais vraiment envie de continuer et de savoir la suite. Et dans ce tome-ci on a complètement oublié ce point de vue qui était pas du tout présent et du coup j'ai bien aimé. Mais je pense que le fait que je le lise aussi tard, enfin que je l'ai pas enchaîné du coup, que ça fasse aussi longtemps que j'avais lu le tome 2, qu'en plus on ait plus point de vue qui me poussait à continuer ma lecture, j'ai trouvé ça un peu plus lent. C'était pas le meilleur, je pense que c'est vraiment mon 3e préféré. J'ai moins hâte de me lancer dans le tome 4 et c'est moins dans mes priorités même s'il faut que je le fasse et que je compte le faire dans tous les cas. Disons que j'ai pas été transcendée, j'ai bien aimé, c'était sympa mais quand je le refermais c'était pas genre une seule envie de retourner dedans vous voyez. Mais j'ai quand même bien aimé, je sais pas si c'est vraiment clair, je vais regarder si j'ai dit autre chose dans mes notes. Il faut que je fasse un résumé, je vous fais jamais de résumé. Ok, je vais faire un résumé du tome 1 du coup, même si cette saga est très compliquée à résumer d'après moi parce que je suis trop nulle au résumé. En gros on est dans un monde fantastique dans lequel Dieu sous un coup de colère a séparé la terre en plusieurs arches. Donc en gros on voit pas vraiment là sur cette couverture mais on voit sur la couverture du tome 1 la terre c'est des espèces d'arches volantes dans le ciel. Enfin je vois ça comme ça moi. Sur chaque arche c'est une différente famille avec le maître de la famille, enfin l'esprit de famille. Ophélie c'est une liseuse et une passe miroir. Donc en gros elle peut lire le passé des objets en touchant les objets et elle peut aussi voyager à travers les miroirs. Ophélie elle a déjà détourné plein de mariages, elle veut pas se marier, elle est bien tranquille dans le petit musée de son oncle sauf que elle le doit puisque c'est le rôle de la femme n'est-ce pas. Et elle se retrouve à devoir se marier du coup avec Thorn qui fait partie d'une autre arche qui est beaucoup plus violente que Anima là d'où elle vient. Je sais plus comment elle s'appelle l'arche de Thorn. Elle se retrouve carrément jetée dans ce monde là et à devoir naviguer ce nouvel univers, cette nouvelle arche dans lequel elle est, cette nouvelle société qu'elle connaît absolument pas. Mon résumé fait vraiment pas justice à l'histoire. Je sais pas si j'avais pris vraiment des notes sur ma lecture. Je suis trop nulle, j'ai vraiment un humour hyper nul. J'ai marqué dans mes notes, c'est une liseuse mais pas une Kindle. Je suis trop chiante, c'est pas drôle. Bref. Ophélie est une liseuse, pas une Kindle. C'est pas drôle. Oh, j'ai juste écrit sinon j'adore le school setting parce que dans ce tome-ci elle est sous couverture. Du coup on se retrouve dans un univers plus d'école, enfin ouais school setting. C'est un peu Dark Academia, tout ce délire là qu'on kiffe tous quoi. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé ce setting là, cet esprit un peu d'école. Que je me rends compte qu'il y a un setting que j'aime énormément parce que genre Nevernight et tout c'est principalement pour ça que j'ai aimé. Donc voilà pour le tome 3 de la passe miroir. Ensuite c'était proche de Noël, on s'approchait de Noël et du coup si vous me suivez pareil sur ma chaîne, vous savez un peu toute l'histoire autour de ce livre, mais c'est My True Love Gave to Me, édité par Stephanie Perkins mais écrit par 12 auteurs young adultes il me semble, puisque c'est un recueil de nouvelles d'histoires de Noël. Et j'ai en partie DNF ce livre, pas vraiment, je pense qu'on peut partir du principe que je l'ai DNF parce que je pense que j'ai lu en entier que peut-être la moitié, même pas des histoires. Ce livre ça a été un peu la confirmation pour moi que les nouvelles et les recueils de nouvelles sont pas vraiment faites pour moi. Il y en a eu quelques-unes très rares que j'ai
beaucoup aimé. Il me semble qu'il y en a vraiment eu 3 que j'ai vraiment énormément aimé. Il y a eu celle de Rainbow Rowell où j'ai écrit super cool, cheesy et cliché mais nickel. Celle-là je crois qu'elle était dans les premières. Mais voilà, j'ai commencé à écrire après, j'ai lu que la moitié de la deuxième, I didn't care, parce qu'au début je me disais j'allais prendre genre note de tout ça, mais je pense qu'il y a vraiment la moitié que j'ai pas lu en entier parce que juste je m'en foutais complètement. Je me disais dans tous les cas dans 20 pages je ne suis plus avec ces personnages donc je m'en fous un peu de ce qui leur arrive. Après il y a celle de Matt de la Peña que je connais pas du tout cet auteur, mais en tout cas celle-là je m'en souviens, elle était extrêmement problématique, elle était horrible. En soi elle était enjoyable, genre elle était profitable. Je peux pas dire que j'ai pas entièrement détesté l'histoire parce que en soi l'histoire était genre cool, tu passes un bon moment entre guillemets, mais tu peux pas vraiment parce que c'était extrêmement problématique. J'ai pas du tout aimé celle de Matt de la Peña et après il y a celle, par exemple celle de Jenny Han, j'ai écrit trop court. Je crois que ma préférée c'était vraiment celle de Stephanie Perkins qui est du coup celle qui a édité ce recueil de nouvelles. Il me semble que c'était celle dans l'appartement avec les cartons et tout, enfin celle-là j'ai trop aimé. D'ailleurs ce livre a été traduit en français il y a plusieurs années par 12 histoires de Noël je crois, un truc comme ça. Donc je crois que c'était juste pas fait pour moi, comme je suis quelqu'un de très character driven et qui a besoin de m'attacher au personnage. Là c'était juste trop court, genre pour moi une histoire de 20 pages c'est pas forcément ce que je recherche. J'ai plus tendance à me lancer dans des histoires plus longues. Je pense que j'avais juste pas assez d'intérêt à lire ce livre et aussi je pense que c'est partiellement de ma faute parce que je l'ai tout simplement pas pris comme il fallait. Je l'ai un peu lu comme si c'était un roman, une histoire à la suite alors que je pense tout simplement c'est pas comme ça qu'on lit un recueil de nouvelles. Je pense que ce qu'il aurait fallu c'est lire une histoire par-ci, une histoire par-là avec un autre livre, une autre lecture en même temps, mais pas que ce soit ma lecture principale parce que c'est tout simplement pas le principe d'un recueil de nouvelles, pas qu'on le lise genre du début à la fin comme un roman. Ce qu'il y a c'est que je suis complètement psychorigide et que je suis incapable de lire 2 livres en même temps. Je lis un livre, je commence un livre, je le termine, je passe à autre chose. Et ensuite on arrive à la pépite. J'ai lu The Starless Sea de Erin Morgenstern, donc c'était le livre du book club. C'était trop bien, c'était trop bien. Je crois vraiment que c'est le meilleur live qu'on ait fait, genre j'ai trop aimé discuter avec vous et avec les filles. Dans ce roman c'est de la fantasy adulte qui a été traduite très récemment dans une toute petite maison d'édition. On a vu ça et comme on avait tout envie de le lire, on a choisi ce livre, puisque pour le book club on fait en sorte de toujours choisir un livre traduit en français pour que tout le monde puisse se joindre à nous. Du coup il a été traduit sous le nom de La mer sans étoiles. Donc si vous ne lisez pas en anglais, il est traduit en français, apparemment la traduction est très bonne et en plus par la même occasion vous pouvez soutenir et votre librairie indépendante et une toute petite maison d'édition française. Donc c'est gagnant-gagnant. Donc dans ce roman qui est de la fantasy adulte, c'est un peu compliqué à résumer mais en gros on suit Zachary Ezra Rollins qui est étudiant et qui adore lire et qui un jour va à sa BU en gros et qui trouve un livre qui n'a pas d'auteur, pas d'éditeur, très bizarre. Il l'ouvre et en rentrant chez lui il se rend compte qu'il est lui-même dans le livre, que le livre est écrit sur une histoire de sa vie. Clairement ce livre c'est juste une ode au lecteur. Si vous aimez les livres et la lecture, ce livre est pour vous. Je pense vraiment que c'est vraiment une lettre d'amour au lecteur en fait ce livre, et tout simplement au livre de la part d'un lecteur. Erin Morgenstern c'est une génie. Si vous voulez plus mon avis je vous invite à aller voir le live show qui était il me semble sur la chaîne d'Elisa et c'était juste trop bien de pouvoir en parler avec tout le monde. On avait tellement toutes de choses à dire parce que c'était tellement une lecture si riche et intéressante et c'est vraiment un livre que je sais que je veux relire là en 2021. Je pense qu'à chaque fois ce sera une expérience complètement différente parce que c'est pas le genre de livre où tu peux tout grasp, genre comprendre et prendre avec toi toutes les informations à une seule lecture. Et à mon avis je l'ai lu à moitié audiobook, moitié livre papier, genre ça dépendait. Parce qu'il y avait un narrateur qui était absolument incroyable et que j'aimais trop écouter. Donc quand c'était lui qui narrait j'écoutais l'audiobook et sinon je lisais en papier. Si vous avez l'occasion de le lire en audiobook en anglais je vous le conseille vraiment énormément parce que à mon avis l'audiobook vaut vraiment le coup, genre il est incroyable. Et voilà, c'était trop cool. Et ensuite quelques jours avant Noël j'ai lu Get a Life Chloe Brown de Talia Hibbert. Donc c'est une romance adulte qui n'a pas été traduite en français il me semble. J'ai terminé le 24 décembre dans ma baignoire, genre juste avant de me préparer pour aller au réveillon. Et en fait c'était un livre qui me donnait extrêmement envie parce que c'est à mon avis l'un des livres qui a été le plus parlé en 2019 et genre 2020 sur Booktube, que tout le monde adore. Même les gens qui ont tendance à ne pas aimer de romance et à ne pas lire de romance ont surkiffé ce livre. J'allais dans cette lecture avec énormément d'attentes parce que je suis très compliquée en romance. Du coup cet été je suis tombée amoureuse de Beach Read de Emily Henry. Du coup là je m'étais dit ça va être mon nouveau Beach Read et tout, j'ai trop hâte. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai été déçue mais je pense que ça m'a fait un peu un Red, White and Royal Blue. Et c'est pas une mauvaise chose, je pense juste que déjà ça a été tellement hyped pour moi et j'avais tellement d'attentes que du coup peut-être que j'étais pas dans le bon mood, mais en soi j'ai bien aimé, c'est juste que j'ai pas été transcendée plus que ça par la romance. En gros dedans on suit Chloe Brown qui passe à 2 doigts de la mort et qui réalise qu'en fait elle a rien fait de sa vie et que si elle était morte bah elle aurait pas accompli grand chose et du coup elle crée une liste de choses qu'elle voudrait faire avant de mourir pour get a life, pour se créer une vie quoi, pour vraiment vivre à fond. Et elle va se retrouver à être aidée par le superintendent, le concierge, non c'est pas vraiment concierge, c'est
pas, concierge, mais enfin bref, le superintendent de son immeuble, donc ils vont tomber amoureux, etc. J'ai énormément aimé, surtout les sujets que ça traitait, parce que déjà il y a de la représentation, parce que Chloé a une maladie chronique, que je n'avais aucune idée ce qu'était vraiment la maladie chronique, disons que j'en entendais parler, mais que du coup d'être sous le point de vue d'un personnage qui en plus c'est du On Voices, donc l'autrice elle-même il me semble souffre de maladie chronique, c'était vraiment super cool de... Enfin pas vraiment super cool, je peux pas dire que c'est pas le bon mot, c'était pas super cool, plus de m'instruire, enfin c'est aussi ça la lecture, c'est d'être capable de se mettre dans la vie de quelqu'un d'autre et de voir ce que c'est. Je pense que la chose que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'était la santé mentale masculine qui est vraiment traitée. Et ça c'est vraiment la chose que j'ai le plus aimé parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Tout ce qui est masculinité toxique, etc. Disons que ça me touche beaucoup personnellement. Du coup le fait qu'on puisse traiter enfin de la santé mentale d'un homme, qui en plus de ça sortait d'une relation toxique qu'il a un peu pourrie. Ça j'ai trouvé ça tellement bien qu'on puisse enfin parler de la santé mentale d'un homme et pas de façon complètement avec une idée de masculinité toxique. Sinon à part ça, j'ai pas été transcendée par l'histoire. C'est très smutty, donc ça moi, ça me dérange pas. Moi ça me dérange pas. Le smut c'est... I'm here for it. C'était sympa, c'était cool, j'ai passé un bon moment, mais c'est juste que c'était pas beach read. Et c'est horrible de dire ça, faut arrêter de comparer des livres à d'autres livres. Mais j'ai quand même hâte de lire les autres livres parce qu'on suit dedans les sœurs de Chloé. Et apparemment Take a Hint, Danny Brown, qui est le tome 2 qui est sorti en 2020, là c'est vraiment le préféré de plein d'autres gens. En fait je retourne sur mes notes et il y a plein de trucs que j'ai oublié de vous dire parce que c'est une relation très saine. C'était hyper rafraîchissant de voir une relation saine. Il y a un truc que j'ai recopié, surtout une phrase que j'ai recopiée, que j'ai énormément aimé, j'ai tellement aimé voir ça et j'ai trouvé ça tellement bien, j'ai tellement aimé voir ça, genre j'ai trouvé ça tellement rafraîchissant de lire ça. En gros le j'ai besoin de toi, je suis désespérée pour toi, je suis quelque chose sans toi et je peux survivre sans toi mais je ne veux pas. J'ai trouvé ça tellement bien parce que c'est quelque chose que je déteste mais vraiment dont j'ai horreur dans les romances, c'est quand il y a un conflit et qu'un des deux personnages va dire mais je suis rien sans toi, et ça je trouve ça horrible de balancer ça dans la gueule de quelqu'un parce que si la personne n'a pas envie d'être avec toi tu peux pas lui balancer dans la gueule, en gros il va te tuer, genre tu lui enlèves une partie de lui si t'es pas avec lui parce que t'as pas envie d'être avec lui, genre dire à quelqu'un je suis rien sans toi, je trouve ça horrible de dire ça à quelqu'un. En plus c'est hyper glauque parce que tu es toi, tu es pas la personne, tu as pas besoin de quelqu'un, enfin bref je déteste ça. Et j'ai trouvé ça tellement bien, genre ça m'a fait tellement du bien quand j'ai lu je suis quelque chose sans toi et je peux survivre sans toi mais je ne veux pas, j'ai trop aimé voir ça. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à rajouter sur ça. Puis le soir de Noël, le 25 genre en pleine nuit quand on est rentré du réveillon, j'arrivais pas à dormir et j'avais pas nécessairement envie de me lancer tout de suite dans un hyper gros roman, de m'arrêter et de reprendre le lendemain. J'avais envie d'un truc à lire tout de suite quoi. Et du coup j'avais dans ma pile à lire que je voulais lire depuis hyper longtemps Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry et je trouvais que c'était hyper Noël comme lecture. Donc du coup je me suis dit bah vas-y je vais lire ça en une nuit. Au final il me semble pas que je l'ai terminé ce soir là parce que du coup ça m'a endormi et j'ai dû lire genre 25 pages et m'endormir et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai pas noté sur Goodreads mais il me semble que dedans il y a la mention du N-word. Ce livre a été écrit il me semble en 1945. En soi on peut l'excuser de par l'époque mais c'est toujours quelque chose qui passe pas très bien. J'ai trop peur de vous dire ça et qu'au final je l'ai imaginé en fait. En gros j'ai beaucoup aimé ce livre, je veux juste pas le noter juste à cause de ça. Sinon je pense que j'aurais très clairement pu mettre 5 étoiles parce que j'ai beaucoup aimé lire ce livre et que j'ai trop envie de le faire lire à ma maman. Pareil j'ai hâte de le relire parce que je pense que c'est un livre duquel tu peux tirer des choses différentes à chaque nouvelle lecture. C'est vraiment le genre de discours que j'aime énormément et que je soutiens énormément, ce truc de l'enfance et du fait qu'on a tous un enfant en nous qu'il ne faut jamais négliger. Vraiment c'était trop émouvant et trop joli, c'était vraiment une trop jolie histoire que j'ai beaucoup aimée, de laquelle je pense qu'on peut tirer énormément de choses. Et ensuite ma dernière lecture de 2020, j'ai lu les 80 dernières pages le 1er janvier. Ça aurait été bête de le compter pour ma première lecture de 2021. C'est Clockwork Prince. C'est le tome 2 de The Infernal Devices de Cassandra Clare du coup. J'ai lu le tome 1 il me semble en mai. J'avais beaucoup aimé, j'avais été surtout énormément surprise par la fin et j'avais trop envie de lire le tome 2 et c'est dommage que j'ai pas enchaîné à ce temps-là. En fait dans ma pile à lire de décembre j'avais tout lu, du coup là j'avais réussi et il me restait juste à lire le tome 3 de Nevernight qui est juste là. Sauf que en fait j'avais juste pas du tout envie de le lire, j'aurais pu en soi le lire et du coup j'ai très randomly pris celui-là parce que ça faisait longtemps du coup je m'étais pas relancée dans le monde des Shadowhunters. Dans cette saga Shadowhunter on est dans les années 1800 à Londres et on suit en gros du gros The Mortal Instruments mais en 1800 à Londres. En gros l'histoire c'est exactement la même chose, le plot c'est le même. Il y a toujours ce truc de la fille qui découvre le monde des Shadowhunters, qui n'a plus de famille, la seule personne de sa famille qui lui reste disparaît, elle se retrouve entre deux garçons, elle est prise en charge par les Shadowhunters, c'est la même chose que The Mortal Instruments. Je savais comment
Ah mais non, mais je peux pas vous dire ça. En fait tout se mélange un peu dans mon cerveau parce que j'ai enchaîné le tome 2 et le tome 3. Et du coup le tome 3 je l'ai lu en janvier, donc je vais vous en parler dans mon update lecture de janvier. Donc là je vous parle que du tome 2, mais du coup les deux se mélangent un peu dans ma tête. En gros Will était trop dramatique pour moi, enfin il est vraiment super dramatique. Disons je pense que j'aurais pu tomber follement amoureuse de lui si j'avais lu ce livre genre début lycée, fin collège, même au collège. En gros j'ai écrit No, the story is so dramatic. Dans les scènes de drama c'est tellement cucu que j'arrive pas à prendre les disputes drama au sérieux. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Mais à la toute fin de mes notes, j'ai écrit on an enjoyment level on point. J'ai vu les défauts qu'il avait, j'ai reconnu les défauts qu'il avait et je me suis rendu compte que c'était pas parfait. Mais en fait, c'est toujours la même chose pour moi avec les romans de Cassandra Clare. C'est que c'est vraiment pas des œuvres d'art, en tout cas pour là où j'en suis. Après, je sais pas pour les plus récents. Mais en fait, c'est vraiment un safe place pour moi de retrouver dans ces livres et c'est un peu une valeur sûre. Et je sais que c'est vraiment un endroit où je me sens safe. C'est toujours agréable, un peu comme un cocon. Genre par exemple, si ça va vraiment pas et que tout part en couille dans ma vie, ce qui était pas le cas, bah, j'ai un peu ce monde où je peux retourner et c'est vraiment genre le safe place. J'ai vraiment beaucoup aimé, il me semble que j'ai mis genre 3 ou 4 étoiles, j'ai dû peut-être mettre 4 étoiles. J'ai vraiment énormément profité de ma lecture parce que c'est super fun quoi, c'est vraiment des lectures fun et c'est pas genre le truc waouh tu vois, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool, voilà, c'est cool. J'ai juste trop hâte de vous faire mon update lecture de janvier. Quand je vous filme cette vidéo, on est à peu près mi-janvier. Sur ce, j'espère que cette update lecture vous aura plu. Dis-moi ce que vous avez lu récemment, si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Je crois que je commence à avoir le soleil un peu dans la tête, là j'ai la luminosité de l'après-midi. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Waouh, ah oui la luminosité est vraiment